Chers maîtres, chers collègues, permettez-moi de vous présenter ce topo portant sur les lésions focales osseuses sur la radiographie standard. Pour ce faire, nous allons adopter le plan suivant. D'abord, une définition, un bref rappel, un plan d'interprétation basé sur une étude analytique et synthétique de la lésion osseuse qui permettra d'orienter la gamme diagnostique. Enfin, une conclusion. Les lésions osseuses radiologiques élémentaires sont de deux types. La lacune, celle-ci correspond à une destruction osseuse localisée qui se traduit par une disparition plus ou moins prononcée de l'os, et l'ostéocondensation. Elle correspond à une production excessive de la trame osseuse qui se traduit par une augmentation localisée de la densité supérieure à celle de l'os. La lésion est dite focale quand elle est localisée, elle peut être unique ou multiple. On distingue trois types d'os. Os long, il possède une épiphyse, une diaphyse et une métaphyse. L'os plat, fait de deux tables externes et internes, séparées par la diploée. Et l'os court, aussi large que épais. La pièce osseuse est constituée d'os spongieux, qui est délimité par un os compact et recouvert de périosthe, qui est une enveloppe fibreuse intimement liée. Et recouvert de périosthe, qui est une enveloppe fibreuse intimement liée à la corticale. Au niveau de la diaphyse, on retrouve le canal médulaire contenant la moelle jaune, l'os compact et le périoste. Au niveau des épiphyses, on retrouve le cartilage articulaire et l'os spongieux. Les épiphyses communiquent avec la diaphyse via la métaphyse. Petit rappel sur la physiologie osseuse. L'os est le siège d'un remodelage osseux permanent, responsable du maintien à la fois qualitatif et quantitatif du tissu osseux. Il est remodelé en permanence par deux activités métaboliques opposées, la résorption de l'os ancien par les ostéoclastes et la formation d'os nouveaux par les ostéoblastes. L'agression de l'os entraîne un déséquilibre de ce remodelage. Une activité excessive des ostéoblastes aboutira alors à une ostéolyse et celle des ostéoclastes à une ostéocondensation. Parfois, on peut retrouver les deux types de lésions en même temps. La radiographie standard est l'examen de première intention à réaliser devant la suspicion d'une lésion osseuse. C'est un examen fiable et peu coûteux et permet d'orienter le diagnostic. La lésion osseuse est confirmée lorsqu'elle est présente sur deux incidences orthogonales. Le plan d'interprétation de la lésion va se baser sur une étude synthétique comportant l'âge du patient et son contexte clinique, ainsi que le nombre et la localisation de la lésion, et une étude analytique sémiologique qui se fera sous forme d'une checklist, et ce pour réduire autant que possible la gamme diagnostique. Avant de caractériser une lésion, quelques éléments de base à prendre en considération pour limiter la liste des diagnostics différentiels. Tout d'abord, l'âge du patient est extrêmement important. À quelques exceptions près, la plupart des tumeurs osseuses ont une prédilection pour un groupe d'âge spécifique. Par exemple, le sarcome d'Ewing est plus fréquent chez les patients âgés de 10 à 20 ans. Un patient de plus de 40 ans présentant une lésion similaire est plus susceptible d'avoir une lésion métastatique ou un myélome multiple. Également le contexte clinique et le nombre. S'agit-il d'une lésion à localisation unique ou multiple? S'ensuit le siège. Cette précision est également très importante. Il faut préciser son siège longitudinal et axial. Pour cela, il faut répondre aux questions suivantes. La lésion siège dans quel type d'os? Os long ou os court? Dans quelle partie de l'os? Épiphyse, métaphyse ou diaphyse? Dans quel compartiment osseux? Centrale, intramédulaire, et dans ce cas, quand la lacune est centrale, il faut préciser si celle-ci est centrée, c'est-à-dire que le centre de la lésion occupant la moelle osseuse passe par l'axe de l'os porteur sur les deux incidences, ou si elle est excentrée, c'est-à-dire que le centre de la lésion passe en dehors de l'axe de l'os porteur sur au moins une incidence. Toujours dans le compartiment osseux, la lésion peut être intracorticale, il faut analyser la corticale qui s'élargit au pôle de la lésion, ou juxtacorticale, c'est-à-dire paraostéale. La lésion est paraostéale quand elle se développe en sous-périostée. Enfin, la taille d'une tumeur ne peut pas être fiable pour prédire la malignité de la lésion, bien que les lésions ayant une taille supérieure à 6 cm sont très probablement malignes. Passons maintenant à l'étude analytique sémiologique de la lésion. La checklist comporte d'abord la nature, la lésion peut être ostéolytique, ostéocondensante ou mixte, puis les limites et contours. Devant une lésion ostéolytique, il est impératif d'apprécier ses contours et la réaction du tissu osseux sain environnant.
La classification de Lodwig est une classification qui se base sur ces éléments et permet une orientation pronostique. Elle classe la lacune osseuse en 3 types selon un ordre croissant d'agressivité. Le type 1, c'est une ostéolyse géographique. On distingue 3 sous-types selon les limites de la lésion. Le type 1A est attribué à des lacunes géographiques à contour net et se caractérise par la présence d'une sclérose marginale. Elle traduit une bonne réponse de l'organisme à la lésion. C'est typique pour une lésion d'évolution lente, telle qu'un fibrome non ossifiant, un kyste osseux simple ou une dysplasie fibreuse. Une lésion de type 1B, est géographique, à contour net mais sans marge sclérotique. Des exemples bénins courants sont l'encodrome, le granulome éosinophile et la dysplasie fibreuse. Une lésion de type 1C reste géographique mais avec des marges indistinctes qui suggèrent une infiltration et une activité accrue. Une lésion de type 2 a un aspect mité et traduit une agressivité accrue. Elle est définie par de multiples zones ovoïdes d'un diamètre de 2 à 5 mm à limite floue. Les lésions de type 2 s'infiltrent généralement rapidement et conduisent à un scalloping endo-osseux indistinct. Des exemples typiques comprennent l'ostéosarcome, le chondrosarcome et le lymphome. La lésion de type 3, aussi appelée perméative, est le sous-type le plus agressif. Elle est représentée par de multiples lésions ovales à contours mal limités, rongés, irréguliers, érodés, avec une large zone de transition et une destruction corticale et une infiltration des parties molles. Il est fréquemment observé dans les pathologies malignes. Donc, la classification de Lodwig reste très utile pour déterminer l'activité biologique d'une tumeur en évaluant la réponse osseuse sur une radiographie. Comme la réponse osseuse est lente, une lésion d'évolution lente donnera suffisamment de temps à l'os de créer un tissu osseux solide autour de la lésion. C'est le cas de l'ostéolyse type 1A. En revanche, une lésion à croissance rapide entraînera une réponse plus désorganisée. L'ostéolyse type 1B traduit une lésion d'évolutivité moyenne et l'ostéolyse type 1C traduit une capacité ostéoclastique dépassée. Les types 2 et 3 représentent des lésions de grande agressivité et d'évolution rapide. Ensuite, il faut préciser la matrice lésionnelle. Celle-ci correspond au matériel acellulaire produit par les cellules tumorales. Il existe 4 grands types de matrices tumorales, osseuses, cartilagineuses, fibreuses, graisseuses ou kystiques, mais seules les matrices cartilagineuses et osseuses peuvent être analysées sur la radiographie conventionnelle. Une matrice ossifiante présente à décrire 3 formes. Des condensations ostéogéniques simples, focales, des condensations plus ou moins étalées à contours flous, réalisant un aspect de nuage au coton, cloud-like, et des condensations très denses, aspect ivoire. La matrice cartilagineuse renferme des calcifications typiques qui sont nombreuses et très denses et peuvent être de 3 types. Punctiformes, donnant un aspect granuleux, grossière ou floconneuse en popcorn et arciforme ou annulaire en point-virgule. La matrice fibreuse peut donner un aspect en verre dépoli. La matrice liquide ou graisseuse est rare et non visible à la radio. Il faut également préciser si la matrice est homogène ou hétérogène par la présence de cloisons ou de trabéculation. Puis la réaction corticale et réaction périostée. Elle correspond à la réaction de l'os normal à une agression lésionnelle destructrice. Le périoste est un tissu conjonctif normalement non minéralisé, donc non radio-opaque. Toute agression, qu'elle soit tumorale, inflammatoire ou infectieuse, peut entraîner une minéralisation de ce périoste, qui devient ainsi visible sur le plan radiologique. C'est la réaction périostée. Alors d'abord, on détermine la continuité du périoste. Premièrement, lorsque le périoste est continu, il faut apprécier l'état de la corticale. Quand on se retrouve alors devant deux possibilités, une corticale saine ou une corticale remaniée. Lorsque la corticale est saine, on étudie une autre réaction périostée. Elle peut être à type de réaction périostée pleine ou hyperostose. On retrouve 2 types. Elle peut être régulière, le périoste est épaissi et régulier, l'épaississement est plein, homogène, ou une hyperostose irrégulière. La réaction périostée peut être lamellaire, unie ou plurilamellaire. C'est une prolifération périostée sous forme de lames séparées de corticales, ou une réaction périostée spiculée, faite de spicules plus ou moins perpendiculaires à la corticale. Elles peuvent réaliser un aspect en poil de brosse, radiaire ou feu d'herbe, ou en velours, c'est-à-dire quand l'orientation des spicules est anarchique. Ensuite, quand la corticale est remaniée, on parle de soufflure corticale ou d'expansion corticale.
Deuxièmement, lorsque le périoste est discontinu, on parle de l'éperon de Codman. Il traduit une lésion d'évolution tellement rapide que le périoste n'a pas le temps de suivre et se rompt. L'étude de cette réaction corticale et périostée est d'un grand intérêt. En effet, elle permet de témoigner de la bénignité ou du degré d'agressivité de la lésion. Une réaction périostée pleine traduit une lésion bénigne. Une réaction périostée plurilamellaire ou spiculée, une lésion agressive, alors qu'une réaction périostée à type éperon de Codman traduit une lésion très agressive. Par la suite, il faut examiner l'état des parties molles. On recherche une densification, la présence de calcification et le refoulement des fascias. Généralement, les lésions bénignes n'entraînent pas une modification des parties molles, seules les lésions malignes le font. Enfin, on vérifie le reste des structures osseuses visibles sur la radio, notamment les interlignes articulaires et les autres structures de voisinage. Au travers de cette étude détaillée, nous pouvons réduire notre gamme de diagnostics différentiels. 3 situations sont possibles. La lésion est d'allure bénigne, maligne, ou c'est une lésion dont la nature reste incertaine. Quand la lésion est bénigne, il s'agit soit d'une lésion Leave Me Alone Lesion, c'est une lésion pour laquelle il faut éviter la biopsie et qui nécessite une surveillance radioclinique simple, d'une lésion dont il faut confirmer le diagnostic par la biopsie, ou d'une lésion pour laquelle il faut réaliser un traitement, une injection médicamenteuse, un curetage, une excision au bloc. Les Leave Me Lesion regroupent le fibrome non ossifiant, le kyste simple, la dysplasie fibreuse, l'ostéome, l'ostéochondrome et le chondrome. Quand la lésion est maligne, il faut faire un bilan complet qui sera locorégional par l'IRM et général par la scintigraphie osseuse et la TTM. Il reste souvent difficile de faire la différence entre une lésion bénigne et maligne. Dans ce cas, la biopsie est alors impérative. Voici un tableau regroupant les éléments qui permettent de déterminer l'origine bénigne ou maligne de la lésion. Des limites régulières, nettes et plus ou moins condensées, une taille inférieure à 3 cm, une ostéolyse géographique type 1A, une réaction périostée pleine ou unilamellaire et une extension absente aux structures de voisinage sont tous des arguments en faveur de la bénignité de la lésion. A l'inverse, des limites mal définies, une taille supérieure à 6 cm, une ostéolyse type 1C, mitée ou perméative, une réaction périostée plurilamellaire spiculée, éperon de Codman, et une extension à la cavité médulaire ou aux parties molles ou rupture de la corticale sont des arguments en faveur de la malignité de la lésion. Ici, nous retrouvons des tableaux qui regroupent les tumeurs osseuses selon leur localisation osseuse axiale et longitudinale. La matrice lésionnelle permet également de s'orienter. Pour conclure, la gamme diagnostique devant les tumeurs osseuses est très large. La radiographie standard est toujours l'examen de première intention à réaliser. Une description méticuleuse de la lésion osseuse sur la radiographie standard permet de réduire et d'orienter le diagnostic. Je vous remercie pour votre attention.